Bonjour, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Tonton Manu, c'est-à-dire Manu Dibango, et plus précisément ceux qui sont à l'origine du film qui lui est consacré et qui va sortir ces jours-ci. Il s'agit de Patrick Puzna. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Thierry Dechéy. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux réalisateurs et producteurs. Et on commence par la bande-annonce. Manu Dibango, c'est un représentant, c'est l'Afrique à lui tout seul. Manu Dibango's music is very, very special. There are very few artists who are able to tell their culture in sound. Quand tu as une longue carrière comme la sienne, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un feu, quoi. La chance dans la vie que tu peux avoir, c'est d'avoir une passion. Parce que passer sur cette terre gratuitement, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas où tu arrives, tu ne sais pas quand tu pars. Entre les deux, c'est bien de s'amuser quand même, d'être motivé en fait. Il y a des visages qu'on identifie à un continent. Que je me souvienne, on était sur la terrasse, on est en train de finir le déjeuner avec toute la famille, moi j'étais moi, et j'entends. Et puis là il y a mon oncle, parce qu'en fait le déjeuner c'était toujours toute la famille. Et là mon oncle dit, ça c'est tonton Manu. Dis donc, le plus dur est passé. Hein. Oh là là, mon gars. Patrick Puzna, comment avez-vous rencontré Manu Dibango? Comment s'est déclenché le processus qui a fait que vous sortez ce film au bout de nombreuses années de travail avec lui? Au départ, Manu fréquentait un club à côté de Champigny. Thierry, surtout, connaissait Michel Dibango, son fils. Et donc on a été invité plusieurs fois à aller le voir en concert dans cette petite salle, très sympathique. Et on a commencé à créer des liens avec lui en 2013. Et on a terminé le montage du film en 2020. Comment s'est passée cette première rencontre pour vous? Vous étiez un habitué donc de cet endroit? Oui, j'allais souvent, j'étais ami avec le propriétaire des lieux, et puis c'est lui qui m'a fait rencontrer Michel et Manu, et puis on a commencé un peu à sympathiser, à discuter. Moi j'avais un peu un parcours africain, donc on a pu un peu échanger sur certaines choses. Et au fur et à mesure, je découvrais l'artiste, le musicien, et puis après j'ai commencé à découvrir l'homme, puis avec Patrick on s'est dit voilà, là il y a quelque chose à faire, quoi. Et puis on a commencé à tourner un peu comme ça des concerts, un peu d'interviews, un peu le suivre. Puis ça nous a emmenés sur ces 5 années de tournage. Oui, parce que vous êtes, il faut le dire, quand même déjà, vous étiez dans la profession, vous étiez producteur, réalisateur, mais pas dans ces domaines-là, pas dans le domaine de l'art ni de la musique. Alors nous étions plus principalement, on va dire, dans le domaine, on va dire, institutionnel, publicitaire. On avait déjà fait du reportage, du documentaire, mais pas dans cet esprit-là en tout cas, pas du côté cinématographique. Alors qui est-ce qui peut donner quelques indications biographiques sur Manu Dibango? Il est né au Cameroun, à Douala. Alors Manu est né à Douala, oui, il est né en 1933. Voilà, il est venu en France, il avait 14 ou 15 ans. Donc il est arrivé en France et dans une famille d'accueil à Saint-Calais, dans la Sarthe, avec laquelle il était arrivé avec 3 kilos de café, qui était, on va dire, sa dot pour être accueilli par la famille. Puis après, il était en internat. Et c'est là qu'il a commencé à faire ses études. C'est là qu'il a rencontré, on va dire, les premiers Blancs. Et c'est là où les Blancs ont été confrontés aux premiers Noirs sur place. Donc là, il était français à l'époque. Et comment est-il devenu musicien et artiste? Il a commencé, il a été devenu musicien et artiste parce qu'il était très inspiré. Il était protestant, il allait beaucoup dans les églises. Son oncle jouait déjà de la musique. Et c'est ça qui l'a emmené à découvrir, on va dire, la musique et l'harmonie qu'elle a avec, surtout, comme il le dit dans le film, quand ça montait sur l'harmonium et puis que tout ça, ça dégageait, et puis là, on y était transporté. Il a commencé à se transporter à ce moment-là. Puis quand il est arrivé en France, il a eu des occasions de pouvoir jouer de la musique.
On lui a prêté un joint à saxo qu'il n'a jamais rendu, il dit. Et puis voilà, il est parti là-dessus. Puis la musique a pris le pas par rapport aux études. Et là, il a commencé sa carrière. Patrick Puzna, il a fait une carrière absolument extraordinaire, non seulement en tant que musicien, mais il a été à la télévision, il a été à la radio, il a animé des émissions, il est venu à Télé-Sud à plusieurs reprises également. Mais c'était un homme orchestre, il travaillait tout le temps. Ah oui, vraiment, il s'arrêtait jamais, même à 85 ans. Hein, on a eu du mal à le suivre. Hein. On a fait un petit tour de monde, un mini tour du monde, on va dire, avec lui. Alors racontez-nous un peu cette aventure que vous avez eue avec lui. On a commencé en 2013 par tourner un petit peu dans cette petite salle. D'ailleurs, dans le film, on n'a pas monté une image parce que je pense qu'on a mis à peu près une petite année à ce qui nous apprivoise. À ce qu'il sorte un peu de son discours médiatique, classique, à ce qu'il nous fasse confiance, à ce qu'il se rende compte de quelle manière on travaillait. Et ensuite de ça, avec sa manageuse et avec lui, à chaque fois qu'il y avait des choses importantes à apprendre, on faisait partie de la troupe. Hein, et il nous incluait dans sa troupe. Et donc on s'est retrouvés aux USA, on s'est retrouvés pas mal en Afrique, évidemment. On s'est retrouvés sur des concerts à Londres. On s'est retrouvés sur des remises de médailles, parce qu'il y en a eu beaucoup, que ce soit à l'UNESCO, à l'ONU, à la mairie de Paris. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui étaient quand même très intéressantes. Il a été témoin de la francophonie pendant presque un an, une bonne année, une bonne grosse année. Donc là, on a voyagé avec lui au Brésil, dans un autre environnement, avec l'OIF qui nous a accueillis aussi. Donc dans des univers complètement éclectiques et complètement variés. Évidemment, il y avait Radio Africa aussi, il faisait une émission tous les dimanches matins sur la radio. Enfin, c'était un monsieur qui n'arrêtait jamais, quoi. C'était... On va passer un extrait là que vous avez bien voulu nous confier, un extrait musical précisément de votre film. 10 jours après, on s'est retrouvés à l'Apollo. Évidemment, on avait les chocottes et tout, parce que quand même, on connaît l'histoire de la musique américaine. Tout le monde a joué là, les James Brown, les Cap Calloway, les Duke Ellington, les Lionel Hampton, enfin, tout le monde a joué là. Et donc, je me trouve être le premier Africain, finalement, à jouer dans cet endroit magique et mythique. Alors expliquez-nous ce concert que vous avez filmé. C'est un concert bien particulier à l'instant, là, celui qu'on vient de voir. Oui, c'est un concert que Manu qui était plutôt privé parce que c'était une fête qui était organisée pour ses 85 ans au Palace à ce moment-là.
Et puis bon, il y avait plein d'animations, Il des était artistes qui se... dans une forme olympique, là. Carrément, puis en plus c'est son anniversaire, il y avait tous ses potes, tous ses amis, puis en plus il fait un show magnifique, et puis tout le monde fait un bœuf, et puis il adorait ça, il adorait jouer avec ses potes. Donc vous l'avez connu, il avait quel âge? Il avait 80 ans, un petit peu moins parce qu'on a commencé à le fréquenter un petit peu avant, et puis on a commencé à tourner pour ses 80 ans parce il allait faire sa tournée à l'Olympia, et puis il allait faire une tournée nationale, voire internationale, parce que voilà, c'était pour ses 80 ans, il faisait une tournée. Alors expliquez-nous un peu les voyages que vous avez fait avec lui. Comment ça se passait? Vous êtes allé où? Alors nous sommes allés à plusieurs reprises en Afrique, dans la Kinshasa, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Cameroun. Après, nous sommes allés, comme l'a dit Patrick, à Rio. C'était pendant les Jeux Olympiques de Rio, parce qu'il était ambassadeur de la francophonie, une fois pour préparer, une fois pendant les Jeux Olympiques. Et puis là-bas, il a organisé un grand concert aussi, qu'on voit dans le film, qui est très intéressant, parce que c'est avec un philharmonique. Après, nous sommes allés aussi en Angleterre, et puis en France, dans plein d'endroits, pas spécialement pour des concerts, mais aussi pour plein d'endroits où Manu soit recevait une récompense, soit allait jouer, soit il avait envie d'être sur place pour défendre quelque chose et défendre ses idées. Est-ce qu'il était partout une grande vedette ou est-ce qu'il y a des pays où il était beaucoup plus adulé qu'ailleurs? Par exemple en France, comment jugerez-vous l'accueil de sa musique et de sa personnalité par rapport à l'accueil qu'on lui réservait dans d'autres pays du monde? On va dire qu'en France, il avait son public. Public qu'il aimait, qu'il avait connu quand il faisait de la télé à l'époque, qui l'ont connu parce qu'il avait sorti le titre Somme la Cosa, enfin des gens qui aimaient sa musique, c'est-à-dire que n'importe où il allait faire un concert, il faisait le plein. C'est-à-dire qu'il avait vraiment, on va dire, un public fidèle. Vous le dites en dehors de Paris, voilà, en France. En France. Par contre, en Afrique aussi, il était suivi, parce que, principalement en Afrique, parce que c'est ses origines. Ouais. Donc il était très connu. Et là, c'était autre chose, parce que là, on le reconnaissait physiquement. Tout le monde l'appelait tonton, machin, grand frère, enfin papa. Enfin, c'était impressionnant. D'ailleurs, quand on le suivait, des fois, il y avait une grosse foule. Il n'osait même pas sortir, des fois, parce que des fois, il y avait un peu trop de monde, même s'il adorait en même temps saluer les gens, parce qu'il était quelqu'un qui était un des humanistes. Donc il aimait les gens, il aimait être proche des gens. Et dans les pays anglo-saxons, c'était encore différent. C'était vraiment sa musique qu'on attendait. On venait l'écouter pour sa musique, pour qui il était. Par exemple, quand vous étiez à New York avec lui, il a donné combien de représentations? Vous êtes resté longtemps? Il a fait qu'un concert à New York, parce que c'était... en fait, sa carrière a démarré à l'Apollo Theater, à Harlem. C'est là qu'il a joué pour la première fois, c'est ce qu'il dit là dans l'extrait que vous venez de passer, qu'il a joué Soul Makossa, qui était la phase B de l'hymne national de l'équipe de foot du mondial au Cameroun. Les Américains sont tombés sur cette phase B, ont trouvé le morceau vraiment intéressant, donc ils l'ont fait venir à l'Apollo Theater à New York. Et donc, genre 30 ou 40 ans après, c'est la première fois qu'il retournait jouer à l'Apollo Theater en concert, et notamment pour jouer, en l'occurrence, pas que Soul Makossa, mais Soul Makossa. Et alors, est-ce que c'est difficile en tant que producteur de suivre comme ça quelqu'un, une personnalité de la musique, enfin de travailler pendant 5 ans ou plus de 5 ans avec quelqu'un? Ça doit être logistique, ça doit être très compliqué, non? On a été... Une fois qu'on a passé cette étape de confiance, où vraiment c'est lui qui nous appelait pour aller dans certains lieux où il avait envie que les caméras soient là, on a vraiment été super pris en charge par Claire Diboa, qui est sa manageuse et sa productrice. Et à chaque fois qu'il partait en tournée, et donc nous on pensait que c'était important d'aller, et lui aussi, on se retrouvait encadré au même titre que les musiciens. On voyageait avec les musiciens, on faisait partie du Soul Makossa Gang, donc super bien accueilli par tout le monde, bien encadré. Donc en fait, non, ça n'a pas été compliqué, puisque on était on faisait partie de l'équipe. Mais par exemple, est-ce que pour la production, est-ce que vous avez été aidé par le CNC, par différents organismes qui financent nous les restons documentaires? un film indépendant. Non, on a fait, en 2013, on a commencé à écrire. On a écrit un film. Comme tous ces documentaires, vous écrivez un film, vous ne savez pas trop où vous allez, mais bon, voilà, vous avez des grosses bases. On a essuyé des refus de à peu près toutes les chaînes de télé, enfin de toutes les chaînes de télé qui pouvaient un peu financer le film. À chaque fois, l'argument, c'était de dire on attend une actualité. Bon,
on savait qu'il avait déjà beaucoup d'actualité quand même, parce que notamment en 2013, il y avait l'Olympia, il y avait plein de choses à raconter. Il y avait des tournées assez sympas. Donc à partir de là, sans financement, on est tombé sous le charme de cet homme, hein, de ce qu'il avait à nous raconter, de qui il était. Et avec Thierry, on s'est dit, bon, tant pis, continuons cette aventure, produisons ce film. Faut être passionné, hein. Moi je connaissais, j'avais vu Manu Dibango la première fois, je crois, en concert, je devais avoir 20 ans. J'ai toujours été passionné par cette musique africaine, par tout ça. Donc on a continué de tourner jusqu'au moment où on s'est dit, bon, on va aller chercher un petit peu des aides à droite à gauche. On a passé pratiquement presque une année à post-produire le film, parce que le montage a duré pratiquement 6-8 mois. On est revenu avec, au bout de 5 ans, 120 heures de rush pour monter 1h30. Il faut faire du ménage. Notre monteuse, Stéphanie Deniel, nous a donné un coup de main magnifique et admirable. Elle est aussi musicienne, donc elle nous a beaucoup aidé aussi au niveau du montage son, parce que c'est quand même assez compliqué. Une fois que le film a été terminé, on a sollicité le CNC et quelques organismes. Et là, malheureusement, on a essuyé des refus. Voilà, quoi. Mais vous avez été reconnu dans plusieurs festivals Oui. Le film a été sélectionné, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais dans 15 ou 20 festivals un peu dans le monde, facilement. Là, on en est à 5, 6, 7 prix même, parce qu'on n'a pas mis tous les petits lauriers sur le film, il y en a trop. Enfin non, pas de trop, mais bon, voilà. C'est une écriture cinématographique un peu particulière, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un road movie. On a joué la carte un petit peu en même temps de ce qu'est Manu, c'est-à-dire c'est une caméra pudique, on n'a jamais forcé le ton, on est resté très humble par rapport à lui. Ce qu'il nous a dit la dernière fois en 2020, on a déjeuné avec lui, c'est ce qu'il disait à Relema d'ailleurs. Avec eux, il n'y a pas de souci, je ne les vois jamais. C'est comme si... on n'était plus là, au bout d'un moment, il ne nous voyait plus, on faisait partie de son univers. Et ça, c'est pas un cinéma qui fonctionne forcément très bien auprès des autorités cinématographiques françaises, je pense. Par contre, les prix, tout ce qu'on a pu gagner, chez les anglo-saxons, ça marche très bien. On a gagné des prix à Los Angeles, à New York. Bravo. Mais en France, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on compte maintenant sur l'avenir de ce film. Oui, alors dites quand il va sortir et où? Alors, le film va sortir à partir du 20 octobre, alors à Paris et puis dans quelques villes de province, et notamment sur Paris, pour les Parisiens, il sera au Saint-Michel, place Saint-Michel, voilà. Après, c'est comme tous les films indépendants, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé... En faisant une recherche sur Internet, les téléspectateurs qui le souhaitent trouveront les... Sur Allociné, pourront trouver tout à fait là où se diffuse le film. Et sur les sites Internet qu'on a mis en place, évidemment, pour aiguiller les téléspectateurs qui veulent voir ce film. Ça, c'est une bonne idée. Et aussi sur le replay de cette émission qu'on trouve sur Internet et sur notre site aussi, puisque... les émissions restent en ligne éternellement, quasiment. Donc, revenons à Manu Dibango personnellement. En dehors de la musique et des concerts, vous l'avez aussi fréquenté. Quel personnage privé était-ce? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, du fait de ses nombreuses occupations, radio, télévision, Kirikou, la musique, enfin, il était partout, est-ce qu'il avait du temps pour lui pour être un personnage privé aussi? Alors, je ne sais pas, ça peut dire qu'il avait du temps pour un personnage privé, oui, parce qu'il ne jouait pas tout le temps, il n'était pas tout le temps en déplacement, c'était quelqu'un qui créait aussi beaucoup, donc il avait besoin d'être chez lui, il aimait bien être chez lui. Il avait ses petites habitudes, je sais qu'il allait là où il habitait, à Champigny, il allait souvent dans un petit café voir ses potes, le midi il allait souvent dans un restaurant sur Paris aussi, pour rester en plus dans l'ambiance familiale, comme il disait, donc un restaurant camerounais. Donc ça, c'était ses petits moments privés. Après, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute, donc il aimait bien aussi se rapprocher des gens. Il aimait bien, c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'actualité, beaucoup au sport, à la politique. Donc il avait tous ces petits moments qui étaient propres à lui-même. Voilà. Est-ce qu'il avait un violon d'Ingres, comme certains musiciens? Est-ce qu'il faisait autre chose que la musique? Ou, je veux dire,
pas sportif, parce que peut-être qu'à 80 ans, on ne pratique plus de sport, mais est-ce que vous marchiez avec lui? Est-ce qu'il vous a raconté sa vie? Est-ce qu'il aimait bien parler de lui? Oui, beaucoup, ouais. D'ailleurs, ce film, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment caméra pudique, mais ce qui n'empêche qu'on a passé énormément de temps avec lui au petit déjeuner le matin, au déjeuner, au dîner le soir. On était toujours très 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 proches de lui. Souvent, ces musiciens n'étaient pas dans les loges, on était les seuls à être dans les loges. Et c'est des moments où on ne sortait pas les caméras. C'est-à-dire que c'était vraiment des moments qu'on passait avec lui où justement il nous nourrissait en fait. Pour pouvoir ensuite placer les caméras où il fallait, au moment où il fallait. Et je crois que c'est pour ça qu'il nous a gardé 5 ans, 6 ans. C'est qu'on n'a jamais forcé. Au départ, il n'a pas voulu qu'on filme son intimité. Il n'y a qu'à la fin, quand il a vu le film terminé, il nous a juste dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas filmé ma famille, mes petits-enfants et tout ça. » Et là, on lui a dit « Manu, ça fait 5 ans qu'on te demande d'organiser un petit barbecue chez toi. Tu nous dis oui, ça s'est pas fait, il faut qu'à un moment on s'arrête. Et là, tes 85 ans sont passés, on peut pas recommencer, quoi. » Quand avez-vous vu Manu Dibango pour la dernière fois? En janvier, avec Relema. 2020. En janvier 2020. Janvier 2020, oui. Avec Relema, avec l'OIF qui nous a invités, et c'est là qu'on l'a vu la dernière fois. Et il avait vu le film chez lui, et les derniers mots qu'il nous a dit, c'est je veux voir le film en salle, Patrick, Thierry, trouvez-moi une salle, on va voir le salle, là, on va voir le film en salle. Et il a été victime de la Covid quelque temps après, c'est ça? À peine 2 mois après. Oui. Il est rentré. Oui, il a été hospitalisé. Ouais, pour autre chose, et il n'est pas ressorti de l'hôpital. Oui, c'est une infection nosocomiale, c'est ça? Exactement. Oui. Donc, est-ce que sa musique a évolué selon vous, puisque maintenant vous êtes d'excellents connaisseurs de sa musique? Est-ce qu'au fil du temps, vous retrouvez toujours le même personnage, ou vous avez vu une évolution dans sa... Sur les 5 années qu'on a vécues avec lui, l'évolution a été... On n'a pas pu la vivre dans ce sens-là. Par contre, sa musique a vraiment évolué. Il a fait évoluer sa musique avec le temps, avec comment ça s'est passé. C'est-à-dire que vous prenez par exemple Somma que ça, qui est la chanson phare de Manu, elle a été dérivée en plein d'autres façons. Ça veut dire en musique cubaine, en musique... en reggae, il y a d'autres comme musique un peu dans cet esprit-là. Enfin, voilà. En gros, il savait s'adapter aux musiques qui se créaient actuellement. Il a quand même terminé aussi ce qu'il ne faisait pas jeune du tout, et ce qu'il a fait pendant ces 5 ans où on l'a suivi, par faire du symphonique. Et ça, c'était pour lui très très important, tout d'un coup de pouvoir se retrouver avec des chefs d'orchestre, des violons, et il a emmené sa musique parce qu'il reprenait des vieux morceaux à lui, ou des morceaux peut-être un peu plus récents, mais pas forcément, joués de manière symphonique. C'est juste magnifique, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment la fin de sa carrière, ça aurait été ça. Et ces musiciens étaient variés, ou est-ce que c'est toujours les mêmes qui l'ont accompagné pendant des années? Toujours les mêmes, quasiment. Enfin oui, non, toujours les mêmes, c'est pas quasiment. À part quand un était absent, il était remplacé. Mais oui, non, le Sulmakossa Gang, qui s'appelle aujourd'hui le Manu Dibango Orchestra, c'est des musiciens qui l'ont suivi pendant plus de 20 ans, je dirais, pour beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc Patrick Puzna et Thierry Dechéy, vous êtes producteur et réalisateur. Et le film Tonton Manu commence le 20 octobre à Paris, au Saint-Michel. J'invite tout le monde à le regarder. Et également, évidemment, en province, ailleurs et sur les réseaux sociaux où vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Yeah.